Hello et bienvenue sur le podcast Les Rencontres du Lutetia. Pour ce 7e épisode, je vous propose quelque chose d'assez spécial parce que je suis à Paris pour l'avant-première de Put Your Hand on Your Soul and Walk de la réalisatrice Sepideh Farsi et j'en ai profité pour enregistrer un épisode avec elle. Ce documentaire, c'est une correspondance filmée entre la réalisatrice et Fatma Hassouna, la photojournaliste palestinienne qui s'est faite assassiner par l'armée israélienne un peu avant le festival de Cannes où elle devait potentiellement se rendre. Compte tenu du génocide en cours, c'était important pour moi de mettre en lumière ce documentaire. Dans cet épisode, on en parle, mais on parle aussi de ses films précédents, Red Rose, La Sirène, Téhéran sans autorisation et puis d'autres. Ce que je trouve d'hyper intéressant dans le travail de Sepideh Farsi, c'est que ces films contournent toujours les interdits et finalement découlent d'un empêchement. Je vous en dis pas plus et je vous laisse avec la conversation. Bonjour Sepideh. Bonjour. Alors, vous êtes scénariste, réalisatrice et productrice franco-iranienne. Votre travail explore les thématiques de l'identité, de la mémoire, de la guerre et de la liberté, et naît souvent d'un empêchement. Vous avez expérimenté différentes formes cinématographiques, le documentaire avec Omidé Sedna Filmmaker et Téhéran sans autorisation, la fiction avec Red Rose et l'animation avec La Sirène. Plus récemment, votre film Put Your Hand on Your Soul and Walk, journal filmé de la correspondance avec Fatma Hassouna, sur presque un an, a été présenté dans la sélection de l'Acide au Festival de Cannes, quelques semaines après son assassinat par l'armée israélienne. Avant d'entrer dans le détail de tous ces projets et de ce documentaire qui m'a profondément bouleversée, j'aimerais vous poser la question de signature du podcast. Quel est votre premier souvenir de cinéma ? Oh, ça remonte. C'était un film d'animation d'Europe de l'Est, en noir et blanc, que j'ai vu à Téhéran dans le cadre du Festival de films de Téhéran. Je devais avoir 7 ans, je crois. Ma mère m'avait emmenée au cinéma pour découvrir les animations. Quand vous étiez enfant ou adolescente en Iran, quel type de film pouvait-on voir au cinéma à cette époque-là ? Oh, il y avait beaucoup de choses différentes. Bon, il y avait la censure sous le Shah avant la Révolution, donc il y a des films qui étaient censurés. Moi, à l'époque, j'étais trop petite, ou voilà, j'avais 13 ans quand la Révolution était arrivée, à la chute du Shah, de la monarchie. Du coup, je me souviens pas de ce qui était censuré, mais de ce qu'on pouvait voir, il y avait des films. Il y avait eu un âge d'or du cinéma indien. Euh, pour la génération de mes parents, mais quand moi j'étais enfant et ado, dans les années, donc fin des années 60 et les années 70, c'était le cinéma iranien, commercial et indépendant, il y avait les deux. D'accord. Il y avait les films qui étaient faits pour le fameux Kanun Parvarish Fikri, qui est l'Institut pour le développement des enfants et des jeunes adultes, où on commençait beaucoup des cinéastes iraniens, dont Abbas Kiarostami, mais d'autres aussi. Donc des films comme ça, adressé aux enfants et aux ados, adolescents. Et puis, il y avait le cinéma européen, les films américains. Enfin, il y avait un peu de tout voilà. Donc, assez divers. Mais avec, plus tard, j'ai appris qu'il y avait évidemment des films aussi qui étaient censurés, qu'on ne pouvait pas voir, qu'on a vu après. Puis après, il y a eu une nouvelle censure qui est arrivée après la Révolution. D'accord. À 13 ans, vous vivez la révolution en Iran et à 16 ans, vous êtes arrêté pour avoir caché un dissident politique et vous êtes emprisonné pendant 8 mois. À quoi ressemblaient ces 8 mois ? Oh, ça dépasse le cadre du podcast. C'est de la prison, de la prison politique. On était aussi même avec les prisonnières de droit commun, donc il y avait quand même beaucoup de choses. C'était très formateur, mais c'était pas facile. Mais bon, on peut pas en parler comme ça en 2 minutes. Okay. Vous quittez l'Iran pour la France à 18 ans pour étudier les mathématiques. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire cette bascule vers le cinéma ? J'avais décidé de faire du cinéma déjà à 16 ans. Moi, j'ai découvert le cinéma la même année, avant d'aller en prison en automne. Il y a mon chat qui proteste. Chimigi. Bien. C'est celui, un des deux que vous voyez là. J'aime bien aller. Ah, super. Où tu pieds? Pieds, Chimigi. Elle aime les interviews. Quand je fais des interviews. Comment je suis tombée dans le cinéma. Donc, en fait, je faisais de la photo. J'ai commencé avec la photographie et l'idée était d'apprendre, d'améliorer ma technique parce que je connaissais pas grand-chose. Donc, j'ai trouvé un cours à la fin de l'année. Donc, c'était 1981 au printemps. J'ai trouvé un cours
dans un centre qui s'appelait le Centre du cinéma indépendant iranien. Mais c'était censé être un cours de photo, un atelier photo, pour apprendre voilà, la technique. Et en fait, c'était beaucoup plus un cours de cinéma, là où je me suis inscrite. Donc il y avait un petit module de photo, mais c'était surtout un cours d'analyse filmique, sauf que ce qui était drôle ou intéressant en tout cas, c'est qu'à cette époque-là, il y avait la plupart des films dont notre prof voulait nous parler étaient interdits déjà, bannis. D'accord. Puisqu'on était en pleine révolution culturelle iranienne, post-révolution, qui n'était pas islamique, mais qui l'est devenue. Très vite, ça a été kidnappé par les mollahs. Les films, on ne pouvait pas les voir. Donc lui, il nous les dessinait au tableau avec un bout de craie. Donc il nous parlait des classiques du cinéma mondial en décrivant les plans, le cadre. Et puis parfois, il avait des cassettes, il nous faisait écouter des bandes-son de films. Et donc c'est comme ça que j'ai découvert le cinéma. Avec des dessins avec des dessins au tableau. Okay. Et j'ai décidé que je voulais être réalisatrice et je voulais faire des films. Mais j'ai mis très longtemps avant de pouvoir y arriver. En 2009, vous réalisez Téhéran sans autorisation, un documentaire que vous tournez avec un téléphone dans les rues de Téhéran, sans autorisation de tournage, comme le titre l'indique. Comment est né ce projet ? L'idée de départ, c'était de faire un film sur l'art underground à Téhéran. Et notamment, j'avais trouvé je suivais le travail d'un artiste qui faisait beaucoup de graffiti, mais de façon assez, risquée, puisque c'est un art qui est interdit. Si on vous chope, vous allez vraiment en prison et ça peut vous coûter cher. Du coup, il faisait des fresques sur les murs de Téhéran, et des choses très intéressantes. Et moi, je le suivais de loin. Mais quand je l'ai contacté pour aller le filmer, ça n'a pas été possible. Il n'a pas voulu. Je pense qu'il avait peur. Et du coup, je me suis dit, mais au fond, ce que je voulais montrer, c'était les murs de Téhéran. C'était ma ville de naissance. Et pourquoi pas faire un film sur Téhéran? Et comme j'arrivais pas à avoir d'autorisation de tournage, du coup, je me suis dit, bon, je vais le faire avec un portable. Et les gens, en fait, ne me prenaient pas au sérieux. Personne n'y croyait. En 2008, 2009, début 2009, le pocket film était balbutiant. On faisait peut-être, à la limite, des courts-métrages, mais jamais en Iran, en tout cas. Et personne ne prenait ça au sérieux. Donc, quand je disais que je suis en train de faire un film, les gens me riaient au nez en me disant, vraiment? Mais c'est pourquoi? De quelle façon? Et après, quand le film était arrivé à Locarno, c'était là la première mondiale et tout. Et puis, il a fait beaucoup de festivals par la suite. C'était vraiment un étonnement, quoi, pour tout le monde. J'imagine. Est-ce que c'est à cause de ce film que vous pouvez plus aller en Iran ? Ça a coïncidé. C'est un ensemble de choses. C'est pas un fait précis ou un film précis. D'accord. Mais disons que ça a commencé là. Oui. Quand j'ai quitté l'Iran, après avoir fait le film, ils savaient déjà, j'avais été convoquée en février, mars, donc quand je suis retournée, parce que le film s'est fait sur plusieurs mois. À l'un des moments où je suis rentrée pour finir aussi le tournage d'un autre film que j'étais en train de faire. Donc, je faisais en parallèle le documentaire et un film de fiction qui s'appelle La Maison sous l'eau, qui n'est pas sorti en France, mais qui a été dans pas mal de festivals. Je me demande même s'il n'a pas été montré au Maroc. C'est possible. Ok. Mais, oui. En tout cas, il a fait beaucoup de festivals. Il était à Dubaï, il a gagné un prix à Moscou. Et j'ai été convoquée par les renseignements iraniens qui m'ont posé des questions sur ce film Téhéran sans autorisation parce qu'ils avaient lu dans une interview que j'étais en train de faire un documentaire. Et donc, j'ai été longuement interrogée et je savais, comme j'avais un casier judiciaire, que ça commençait à craindre. Et quand j'ai quitté Téhéran, une semaine après, c'était l'élection présidentielle, les élections présidentielles où le candidat sortant était Ahmadinejad et le réformateur Moussavi était en lice et c'est lui qui a gagné, mais il y a eu une fraude massive. Et donc les gens sont sortis dans la rue. Moi, j'étais sortie juste avant. Et là, la vague verte a éclaté. Et donc, quand j'étais à Paris, j'ai décidé de changer la fin du film. Et j'ai rendu un hommage à ce mouvement et au soulèvement du peuple iranien pour demander, c'est le fameux mouvement Où est mon vote, où les gens, et les emblèmes étaient de couleur verte. Du coup,
Et je me suis engagée de plus en plus frontalement et ouvertement. C'est pas que j'ai jamais été pour le régime, j'ai toujours été dissidente, mais jusqu'à un certain moment, puisque je voulais rentrer en Iran, retourner et pouvoir faire des films, et dans l'illusion de pouvoir les montrer en Iran au public iranien, je faisais un petit peu, je prenais des gants, disons. Mais à partir de ce moment-là, j'ai réalisé qu'en fait, ça n'avait pas de sens. En plus, j'avais fait le film sans autorisation. C'était déjà, de plus en plus de faits s'accumulaient. Donc, voilà, c'est un ensemble. Puis après, j'ai fait Red Rose, qui est encore beaucoup plus ouvertement, critique à l'égard du régime. Du coup, voilà, c'est une combinaison de plein de choses. Ok. Et donc justement, Red Rose, réalisé en 2014, un film de fiction se déroulant à Téhéran pendant les manifestations dont vous parliez. Le film raconte la rencontre entre une jeune militante et un homme plus âgé, reclus chez lui. Est-ce que vous voyez ce film comme une manière de documenter cette injustice politique à travers une fiction? Oui, mais c'est pas uniquement une injustice politique. En fait, c'est montrer un événement historique qui est en train de se passer, enfin, qui s'est passé peu de temps avant, puisque c'est La Vague Verte, c'était en 2009. Nous, on écrit le scénario donc en 2012, l'idée est née en 2012 et on le tourne en 2013 et il est fini en 2014. Donc il y a eu un temps, donc entre le moment où les événements ont eu lieu et quand on l'a fait, il y avait 3-4 ans d'écart. Et l'idée, c'était aussi de montrer ce fossé générationnel entre différentes générations de dissidents iraniens. Une jeune femme donc qui est impliquée dans le mouvement à cette époque-là, au moment en 2009, et un homme plus âgé d'une cinquantaine d'années, et une passion amoureuse qui se développe, très improbable, donc qui se développe entre eux à cause d'une intrigue au début du film que je ne veux pas dévoiler, mais l'idée surtout, c'était de montrer de quelle façon les deux générations avaient les mêmes espoirs et avaient été déçues de la même manière, mais se comportaient différemment, justement à cause l'homme était beaucoup plus sceptique parce qu'il avait déjà vécu la répression, et la jeune femme était beaucoup plus dans l'espoir à ce moment-là parce que c'était encore l'apogée du soulèvement et que les jeunes y croyaient. Et qu'au fond, les deux allaient heurter le même mur de répression. Donc voilà, c'est comme une sorte de bilan politique et social à travers un récit amoureux très intime. Donc voilà. C'est un film qui est aussi tourné, qui a été tourné à Athènes à cause de l'interdiction de se rendre en Iran. Comme le film se passe essentiellement dans un appartement, pourquoi est-ce que vous avez choisi Athènes? Alors, oui, le film se passe dans un appartement essentiellement, mais il y a la lumière de la ville, il y a l'ambiance. Athènes ressemble beaucoup à Téhéran. J'ai beaucoup cherché, en fait. J'avais pensé à Beyrouth, j'avais pensé à Istanbul, on a pensé à la Jordanie, à Amman, mais en fait, Athènes a vraiment quelque chose de très particulièrement semblable à Téhéran, et en termes d'énergie aussi. Donc, ça nous donnait vraiment c'est vrai que le film, c'est un huis clos, et on a utilisé que les images d'archives du mouvement vert. Que j'avais récolté sur Internet, mais les peu de plans qu'on voit à travers les fenêtres et même cette ambiance générale, ça a justifié ce choix. On le sent d'une autre manière dans le film. Dans ce film, le corps devient aussi un espace de lutte, autant que la rue. Pour Sarah, le personnage principal, disposer de son corps et de son intimité, c'est un acte aussi subversif que de manifester. Est-ce que la manière dont Sarah affirme son désir est pour vous un acte politique? Absolument. Dans le fait qu'elle le fasse, c'est un acte politique. De comment elle le fait aussi, c'est-à-dire comment elle fait l'amour, elle choisit, elle est aux manettes, ou elle dispose en tout cas de son corps de façon très libre et déterminée. Bien entendu, c'est un acte politique, et on voit que c'est le prolongement de ce qui s'est passé en 2022. Donc c'est quoi? C'est presque 10 ans après avoir écrit ce scénario. On a le mouvement Femmes, Vie, Liberté en Iran qui est dans le direct prolongement du personnage, de ce qui anime le personnage de Sarah. On dirait que voilà, les jeunes femmes qui sortent 10 ans après dans les rues de Téhéran et d'autres villes iraniennes, parce que cette fois-ci c'était vraiment étendu, et aussi les hommes, hein, mais bon, c'est essentiellement un mouvement qui a été lancé vraiment par des femmes. C'est encore le même élan pour la même lutte pour la liberté, pour disposer de son corps et pour avoir le choix en fait.
Et c'est l'ultime, oui, acte de résistance. Avec le film La Sirène, on va parler maintenant d'animation. Vous passez à l'animation pour raconter la guerre Iran-Irak. C'est un procédé qui vous permet de reconstituer la ville d'Abadan et qui offre une grande liberté scénaristique. Mais est-ce qu'il y avait aussi des challenges au fait de passer à l'animation? Alors, moi, je précise d'abord une chose, moi, je l'appelle la guerre Irak-Iran, parce que c'est l'Irak qui a attaqué l'Iran, comme je dirais aussi dans un épisode plus récent que c'est la guerre entre Israël et l'Iran, parce que c'est Israël qui, en juin cette année, a attaqué l'Iran. Je trouve que c'est un détail, mais c'est quand même, ça a son importance. Mais toujours est-il que pour La Sirène, le fait de parler d'une ville assiégée, d'ailleurs, en cela, ça a peut-être quelque chose en commun avec ce qui se passe à Gaza, enfin, dans le fait du siège seulement, pas par ailleurs, mais c'est un contexte qui est fascinant parce que la résistance de civils à l'intérieur d'une ville assiégée par l'ennemi est quelque chose de très, enfin, ça donne c'est un théâtre d'événements qui est extrêmement fort, quoi, toujours. Donc j'avais cette idée-là et depuis longtemps d'ailleurs, depuis 2009 en fait, j'avais l'idée de faire un film sur la guerre, sur cette guerre-là. Je rappelle que j'avais, à peu près 15 ans, l'âge du personnage principal, Omid, quand la guerre a commencé. J'en ai vécu à peu près la moitié en Iran avant de partir en France, même si j'étais pas au front. Je ne suis pas de Abadan, je suis plus du nord, Téhéran et Mashhad, mais nord et nord-est. Mais j'ai vécu le contexte de guerre. J'ai vécu ce que ça voulait dire que votre pays bascule en guerre, quand des choses deviennent tout de suite secondaires, impossibles, dangereuses, inconsidérées à cause du contexte de guerre. J'ai vécu ça, j'ai connu ça. Donc en fait, je voulais en parler, mais j'ai réalisé que le genre de cinéma que je fais en général, où je suis à l'aise et c'est ma vision du cinéma, donc plus intimiste, et où le personnage et l'homme ou l'être humain plutôt est vraiment au centre du récit, est assez en contradiction avec une fresque historique, avec des effets de guerre, beaucoup de... Des costumes. Exactement, de reconstitution. Et l'animation permettait de dépasser ça. Et d'être beaucoup plus libre dans la façon de la narration, et aussi de reconstituer une ville qui n'existe plus de la même manière. Abadan a changé, là on avait un espace de à peu près 40 ans nous séparait des faits. L'Iran a changé, la ville a changé. À l'époque, en 1980, on était vraiment dans un moment charnier de l'histoire iranienne, parce que c'est peu de temps après la révolution. Du coup, le pays était encore entre deux ères politiques, deux époques, et là, quand je voulais le faire, non seulement je ne pouvais pas rentrer en Iran, mais le pays avait aussi changé, et puis reconstituer tout ça ailleurs, c'était pas possible. Et puis l'animation donne le défi, c'est aussi ça, enfin le défi, en tout cas, c'est un filtre qui permet d'avoir une bonne distance par rapport à des choses qui sont quasiment immontrables, c'est-à-dire montrer la guerre dans des images très graphiques et tout, ça aurait plutôt choqué que attiré. Et il faut quand même en montrer, mais l'animation permet de le faire avec la bonne dose, ou de la bonne manière, avec la bonne distance, on va dire. Et avec une certaine poésie, parce que c'est un film qui est vraiment très poétique et qui aborde les problématiques dures qu'on a évoquées. Ça m'a rappelé le travail un peu de Miyazaki. Est-ce que vous aviez quelles étaient vos inspirations pour ce film? Je peux pas parler d'inspiration. Alors évidemment, je connais très bien le travail de Miyazaki. Il y a beaucoup d'autres animateurs ou animatrices dont j'aime beaucoup le travail. Mais quand vous voulez faire un travail vous-même, en fait, vous vous lancez dans un projet comme ça, après un moment, vous effacez tout et vous essayez de trouver votre propre voix. Ce qui a été très déterminant dans le film, c'est la rencontre avec Zaven Nadjar, qui est l'auteur graphique du film, et qui a son style très reconnaissable d'ailleurs, visuel. Et je pense que son univers a été très, a beaucoup déterminé des choses. Et après, il s'est adapté à ce que je lui demandais. C'est-à-dire que il s'est adapté à l'Iran déjà, à tout l'univers iranien dont je voulais parler, que je voulais montrer dans le film. Et puis on a trouvé ensemble une grammaire, enfin un univers qu'on a défini pour le film.
Donc voilà, on a trouvé notre voie pour créer ce film. On va parler maintenant du documentaire Put Your Soul on Your Hand and Walk. C'est un film qui est bouleversant, d'autant plus difficile à regarder quand on sait ce qui s'est passé, ce qui est arrivé à Fatma Hassouna. Ce soir, c'est l'avant-première parisienne. Comment est-ce que vous vous sentez à l'idée de présenter ce film au public? C'est toujours un moment spécial parce que comme Fatma Hassouna, donc Fatem comme je l'appelais, elle signait ses poésies ainsi. Comme elle a été assassinée, ciblée par l'armée israélienne au lendemain le 16 avril, comme vous l'avez déjà dit, maintenant c'est à moi de porter le film toute seule. Donc on a été deux à le faire ensemble. Enfin, c'est mon film, hein, c'est moi qui l'ai réalisé, mais elle a porté le film, elle a été au centre du film, et en plus c'est une vraie amie, sœur. Enfin, il y a une relation entre amitié et sororité qui s'est développée très vite entre nous. Du coup, son absence laisse un grand vide dans ma vie, et à chaque fois, c'est un moment un peu bizarre de présenter le film. Mais la première du film, c'était le 15 mai. Et depuis, il a fait une centaine d'avant-premières ici en France et probablement autant autour du monde. Donc moi, je l'ai beaucoup présenté. Je ne veux pas dire que je suis blasée, pas du tout, parce qu'à chaque fois, l'énergie est différente. Mais je suis surtout très... comment dire? C'est un moment très spécial parce que, comme vous avez dit, c'est la dernière avant-première avant la sortie du film qui sort dans 2 jours. Mais c'est aussi le jour où, potentiellement, a priori, dans les heures qui viennent, la France, donc Emmanuel Macron, pour la France, va reconnaître l'État palestinien. C'est quand même une coïncidence aussi qui me touche. Le 15 mai, quand le film a été montré pour la première fois, donc la première mondiale, c'était aussi l'anniversaire du Nakba. C'est quand même des dates très marquées. Ouais, et bizarrement, moi, j'y suis pour rien dans le choix des dates, mais en tout cas, je prends l'énergie de ces jours-là, ces moments-là, parce que ce sont quand même des moments très, oui, très importants. Enfin, un peu des milestones pour ce que vit la Palestine et les Palestiniens et pour l'avenir. Ouais. Enfin, du monde. Du monde aussi, global. bien sûr. On est tous impliqués, tout à fait, dans ce génocide. Et je pense que, oui, le fait que on essaye de nous rendre complices de quelque chose qu'on observe avec beaucoup de frustration à cause de notre impuissance, et trouver les moyens de réagir, c'est quand même, ça rend les choses très, très compliquées émotionnellement. Ouais. C'est un film qui repose sur très peu de choses. Le dispositif est très simple. Vous filmez à l'iPhone, un second téléphone avec lequel vous échangez avec Fatma. Et pour contextualiser ces conversations, vous filmez d'autres écrans où on peut voir des journaux télévisés. C'est un choix qui fonctionne très bien parce qu'on a vraiment l'impression de discuter avec elle par écran interposé. Est-ce que vous aviez senti dès le début que cette manière de filmer permettrait aux spectateurs d'entrer dans cette intimité-là? Oui, bien sûr. L'idée, c'était de créer une intimité entre elle et moi déjà, et ensuite de partager cette intimité avec les autres, avec les spectateuristes, justement, d'une manière qui mette les gens au plus près de ce qui se passe à Gaza. Parce que c'est ça que j'ai voulu comprendre, c'est à la recherche de ça que je suis partie, et c'est ce que j'ai voulu partager le plus possible avec les gens. C'est un peu ce que j'ai essayé de faire dans Téhéran sans autorisation d'une autre manière, mais c'est pour ça que j'ai choisi le portable, mais aussi léger. C'est pas uniquement parce que j'avais pas l'autorisation, c'était aussi parce que je voulais être très mobile, très libre de mes mouvements, être très légère, et emmener le spectateur avec moi au plus près de Téhéran. Et ici, c'est la même chose. Quand les gens sortent du film, je pense que beaucoup de gens me l'ont dit, on a l'impression on s'est fait une amie. Exactement. On a fait une rencontre. Ouais, c'est ça. Ouais. Et ça, c'est ce que je voulais faire. Le poème qu'elle lit à la fin du film, qu'elle a écrit, est aussi assez prémonitoire. Est-ce que, pendant le tournage, vous aviez l'impression que tout pouvait basculer à n'importe quel moment? Oui, ça c'est une... ce qui est étrange, c'est que j'ai vécu avec cette crainte et cette impression pendant presque 1 an.
au jour le jour, parce qu'en fait, tous les jours, tous les soirs, tous les matins, je lui envoyais des messages, j'attendais qu'elle réponde. Ouais. Tant qu'elle n'avait pas répondu, j'étais pas rassurée. Quand elle répondait, je me disais, bon, maintenant c'est bon, mais quand est-ce qu'elle va pouvoir se connecter? Et puis, j'attendais qu'elle me fasse signe. Et une fois que le film était terminé, donc au mois de... Oui, enfin au printemps, la post-production était vraiment finie, c'était envoyé à Cannes. Après, j'apprends la sélection au mois d'avril. J'attends que ce soit annoncé, donc début avril, et encore une semaine avant que ce soit public pour lui dire. Et je me disais, bon, c'est bon, elle accepte de venir, elle va sortir. On l'a fait, quoi, on a réussi. Je pensais réellement qu'on avait réussi à faire quelque chose et qu'on avait tordu le bras en tout cas dans son cas et dans notre cas, à tout ce qui nous avait empêché d'être ensemble et qu'on avait réussi quand même à faire ce pourquoi je l'avais rencontré, contacté. Et loin j'étais de savoir que le lendemain elle allait être assassinée. Donc c'est assez contradictoire, quoi. C'était à la fois un moment de très grande joie et puis un effondrement tout de suite après. Après l'événement tragique, vous avez ajouté la séquence où Fatma apprend que le film est sélectionné à Cannes. Est-ce qu'il y a d'autres séquences qui ont dû être repensées ou qu'il a fallu modifier dans le film? J'ai touché à rien d'autre. Ok. Non, je voulais pas. En Ouais. fait, pour moi, c'était clair qu'il fallait que le film reste comme il était au moment de sa sélection. Ce bout, le dernier bout, je l'ai décidé parce que j'ai pensé que c'était important que les gens le voient et voient la joie avec laquelle elle accepte de venir et ses dernières paroles qui étaient quand même très fortes aussi. Mais le reste n'a pas bougé. Non. Ouais, le fait qu'elle veuille revenir à Gaza. Ouais. Ouais. Vous évoquez un moment Mahmoud Darwish et son lien avec le café. À quoi est-ce que vous faisiez référence? Il en parle beaucoup dans sa poésie, notamment dans le poème Contre l'oubli, où il parle de l'odeur du café. Il y a toute cette page qui est magnifique, où il dit qu'on peut reconnaître les gens à la façon dont le dosage qu'ils font entre le cardamome et le café. En plus, il l'écrit quand il est à Beyrouth. Il est palestinien, mais et c'est pendant la guerre du Liban. C'est quand même très, très évocateur. Moi, je l'ai découvert bien après la guerre. Le peu de guerre que j'ai vécu en Iran, mais c'est quelque chose qui m'a marqué et je trouve que ce fameux café qu'on appelle le café arabe, nous on appelle le café arménien, que les Turcs appellent le café turc et les Grecs, café grec, voilà, avec le plus ou moins de dosage de cardamome, mais ça traverse l'approche et le Moyen-Orient, et voire même une partie de l'Europe. C'est quelque chose de à la fois universel et en même temps très lié à l'identité palestinienne de par la poésie surtout. Et la poésie est un fil conducteur pour les Palestiniens et nous, Iraniens aussi, on est très très liés à la poésie. Donc du coup, c'est un fil qui en fait, touchait à plein de choses, à la fois à mon identité iranienne et dans son identité palestinienne. Comment est-ce que vous avez appris sa mort? Par une capture qu'une collègue a vue avant moi, parce que moi, je n'étais pas connectée ce matin-là, le 17, parce que ça s'est passé dans la nuit du 16 à 17. Okay. Et moi, la matinée du 17, j'avais passé sur le film. J'attendais qu'elle me fasse signe pour qu'on se connecte. Et j'étais sur mon ordi, tout d'un coup, j'ai vu sa photo s'afficher sur l'écran de mon téléphone, avec cette phrase... Voilà, photojournaliste assassiné. Et j'ai pas cru. D'abord, j'ai été dans le déni total. J'ai paniqué, j'ai appelé. Je l'ai appelée elle plein de fois. J'ai appelé d'autres amis. Et puis finalement, ça a été confirmé par notre ami commun. Est-ce que sa famille a vu le film? Enfin, les membres... Il y a que sa mère qui a survécu. Tous les autres sont morts. Okay. J'ai pas voulu envoyer le film à sa mère parce que je me suis dit que c'était trop dur. Mais sa meilleure amie l'a vu, oui. D'accord. Je vois aussi souvent sur les réseaux sociaux des Palestiniens qui s'insurgent du fait qu'il y ait beaucoup de films sur eux en ce moment. Je pense aussi au film de Kawthar Ben Hania. S'insurgent de quelle façon? Qui s'insurgent dans le sens le génocide est encore en cours et il y a quand même des films qui sont faits. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Je comprends que... Enfin, si je comprends bien votre remarque ou question, dans le sens que les événements sont trop récents ou sont encore en cours, comment est-ce qu'on peut faire... quelque chose sur quelque chose qui est encore en cours. Oui. C'est vrai que souvent, il faut du recul dans la vie et dans le cinéma. Mais il y a aussi des moments d'urgence. Moi, en l'occurrence, elle, ce qui était en train de ce que l'on échangeait,
c'était lié à ce qu'elle vivait au jour le jour sous les bombes. C'est à ce moment-là qu'il fallait les capter. C'est pas plus tard. Plus tard, ça changera. Notre perception des choses change. Donc il y a des choses que vous pouvez capter sur le champ. Il y a aussi beaucoup de films qui ont été faits sur la guerre en Ukraine. Oui. Qui ont été faits pendant le conflit. Bah oui. Ouais. Et chaque année, enfin sur les 3 années depuis le début de ce conflit, chaque année il y a plusieurs films qui sont faits. Dans le cas de La Voix de Hind que je n'ai pas encore vu, mais bon, je sais de quoi il s'agit et je connais les archives sonores de Hind. J'avais écouté sa voix terrifiante au moment où ça a été diffusé, donc je connais très bien le fond du film. C'est important. Elle a été tuée. Elle demandait de l'aide, toute sa famille, enfin ses parents, les secouristes, tout ça, ce sont des faits qu'on connaît. Oui. Donc, certes, ça a été fait dans la précipitation peut-être, mais c'est important aussi que le film soit vu maintenant, parce que c'est aussi quelque chose qui est très propre au cinéma. C'est un art qui a un pouvoir énorme. Oui. Changer les choses. Donc, il faut saisir aussi des moments comme ça. Alors, il ne faut pas faire n'importe quoi. Bien sûr qu'il faut être attentif et faire attention à ne pas déformer les choses, aux questions éthiques. Mais en même temps, il y a des choses que l'on fait après. Il y a des choses aussi qu'on fait pendant que c'est en cours. Et en même temps, ça pose la question de alors quoi faire en tant qu'artiste quand on est bouleversé. Exactement. Voilà. Et face dans une situation d'urgence et typiquement dans ce génocide, oui. Dans Red Rose, Sarah, le personnage principal, tape sur un écran Despair Forbidden, le désespoir est interdit. Et ça fait vraiment écho à ce que dit Fatma au début du film, lorsqu'elle dit They won't defeat us. Ça résonne aussi avec le sourire qu'elle porte pendant tout le film. En plus des résonances entre vos films, il y a cet effet miroir entre Fatma et vous. Est-ce que c'est ça qui vous a donné envie de faire ce film? Et est-ce que Despair is still forbidden? L'espoir est dangereux, on le dit dans le film, c'est elle qui le dit, et moi je lui dis que l'espoir est pourtant nécessaire. Et en même temps, oui, le désespoir, on peut pas complètement y échapper, mais on doit le mettre de côté. Enfin, je dis pas que c'est interdit, mais oui, je suis encore dans ce même état d'esprit, parce que si on est désespéré et qu'on lâche l'espoir, on laisse tout tomber, en fait. Donc c'est très important de résister. J'avais décidé de faire le film, en fait, avant de rencontrer Fatem. Comme je l'ai dit au début du film, d'ailleurs, je vais au Caire dans l'idée de passer à Gaza, et je commence déjà à tourner dans l'avion. Les premières images que vous voyez, c'est les images quand j'arrive de mon arrivée au Caire, et j'avais déjà commencé à tourner. Et ensuite, là, une fois que je comprends que je peux pas passer, ou même dès le début, dès mon arrivée, j'ai commencé à tourner, et je suivais des réfugiés palestiniens qui venaient de sortir de Gaza. Donc, le film avait commencé avant que je rencontre Fatem. Lorsque j'ai été mise en contact avec elle, le film a changé de voix, a changé de facture. Elle a pris une place primordiale dans le film. Elle est devenue le centre du film. Il y a d'autres images que j'ai faites. D'ailleurs, j'avais commencé aussi à filmer les journaux télévisés avant même d'aller au Caire. En fait, moi, ça fait très longtemps que je les filme. Depuis le début du conflit, pratiquement. À chaque fois que j'étais dans une nouvelle ville, je filmais la télé. Donc ça, c'est des choses que j'avais déjà fait, en fait, des sortes de gestes de marquage temporel et de consignation de moments historiques. Et je me demandais comment j'allais pouvoir mettre tout ça ensemble. Donc, c'était une réflexion qui était en cours. Puis est arrivée la rencontre avec Fatem. Et puis, ça a continué après mon retour, etc. Et c'est devenu le film que vous connaissez. Mais c'est un processus qui est quand même plus lent de gestation que le strict jour où on a été mis en contact, quoi. Ouais. Les empêchements constituent souvent la matière de vos films. Enfin, là, on vient d'évoquer pas mal de films où vous avez contourné les interdits. Est-ce que vous pensez que la liberté de création dont vous faites preuve, c'est paradoxalement construite grâce à ces contraintes? Disons que les contraintes me poussent à les contourner, donc à trouver ou à inventer des façons de les contourner.
Donc, d'une certaine manière, on peut dire ça, mais c'est une formulation un peu étrange de dire que les contraintes m'ont forcée à être créative et à trouver des manières mais de fait, c'est quelque chose comme ça. Ça aurait pu ne pas être ainsi et j'aurais pu être battue par les contraintes et me laisser faire ou faire un cinéma moins libre. Là, il se trouve que peut-être parce que j'ai dû, enfin, voilà, déjà à 16 ans, on commence à me casser mon appareil photo. Moi, j'étais dans la rue, je faisais au printemps 1981, justement quelques mois avant. Donc, ce sont des faits qui ne sont pas déterminants jusqu'au bout, mais qui vous marquent quand même. Le fait qu'on vous... Voilà. Après, j'ai pas pu avoir de caméra. En fait, ce qui s'est passé, c'est que c'était une manif interdite et moi, j'étais dehors et comme d'habitude, je me disais, oh, c'est pas grave, c'est bon. Et puis, à 16 ans, on n'a pas la même notion du danger que plus tard. Et du coup, j'étais en train de prendre des photos. J'étais complètement dans ma bulle et les Bassidji m'ont vu, ils m'ont chargé. Et je commence à courir, je tombe, je perds la caméra. Et puis, comme ils se sont acharnés sur l'appareil photo, j'ai pu m'échapper. Parce que sinon, j'aurais pris aussi un coup sur la tête et j'y passais, quoi. Mais c'est vrai que c'était un événement qui est passager, qui est bref, mais ça marque. Puis après, il y a eu les cours de cinéma, puis après, l'emprisonnement. Donc, tout ça, en fait, font que mon approche du cinéma ou mon entrée dans le monde du cinéma a toujours été fait malgré les obstacles. Ce n'est que ça que je connais, en fait. Après, j'ai voulu faire des cours de cinéma, aller à la famille, ça n'a pas été possible. Après, il fallait que je gagne ma vie. Après, il fallait que les films en Iran, c'était pas possible. Après, ensuite, je pouvais pas aller en Iran. Mes films ont été censurés en Iran lorsque j'ai pu en faire. Enfin, à chaque fois, il y a un rapport au cinéma qui est toujours dans la lutte. Oui. Donc, d'une manière ou d'une autre, je ne connais que ça. Mais voilà, mais ça a donné ce que ça a donné. J'imagine que oui, j'ai trouvé le moyen de les contourner. Après un film aussi intense, est-ce que vous savez déjà ce que vous aimeriez raconter par la suite? Je vois les choses différemment. Mhm. C'est vrai que ce film et tout ce que ça a créé comme oui, tsunami presque dans ma vie, ça m'a fait relativiser beaucoup de choses et je vois les choses différemment. Mais bon, j'avais des projets auxquels je tiens beaucoup, qui étaient déjà en développement avant, au milieu desquels j'ai ouvert cette brèche pour faire Put Your Soul, à cause de la rencontre avec Fatem aussi. Mhm. Mais ces projets, je les reprends et je les continue. Donc, il y en a un qui est un western iranien. Mais voilà, je le vois plus de la même manière. Donc, il va falloir que que je retrouve le centre, le cœur du projet dans ma nouvelle vie, dans la façon dont je vis maintenant. Et puis, il y a un projet sur ma vie qui est une autobiographie, un roman graphique avec un doublé d'un projet d'animation, de film d'animation, que je continue aussi à écrire. Super. On passe à la fin de l'épisode. Je vais vous poser une série de questions. Je suis pas très forte pour ça. Ah, je suis pas sûre de répondre à tout. On fera au mieux. La première, c'est un film que vous auriez aimé réaliser. Je peux pas vous dire. Je sais pas. Je ne fais que les films que j'aime faire, moi. Donc, un film qui vous a fait pleurer? Put Your Soul, à chaque fois que je le vois, je pleure. Okay. Un film qui vous a fait peur? Vraiment, c'est pas votre... Non. Il y a un moment, enfin, peur. Non, un moment d'effroi. Enfin, dans un film, c'est un documentaire. Il y a La Parcours, qui est un documentaire sur un groupe de parcouristes palestiniens de Gaza, que j'ai découvert il y a quelques mois, qui n'est pas encore sorti en salle, mais ça fait le tour des festivals. Donc, ça s'appelle Il y a La Parcours. Il y a un moment où vraiment j'ai été très choquée, oui. Enfin, j'ai eu peur. J'ai eu peur pour un des personnages du film. Oui. Un film qui vous a changé? En général, c'est les films que je fais qui changent ma vie. En fait. Voilà. Donc, Put Your Hands on Your Soul. Oui, peut-être. Ouais. Merci beaucoup, Sépidé. Merci de nous avoir reçus. Merci. Merci d'avoir suivi cet épisode et comme d'habitude, si ça vous a plu et que vous souhaitez nous encourager, n'hésitez pas à partager sur vos réseaux sociaux. C'est vraiment ce qui permet de faire grandir le podcast et puis de vous proposer des épisodes encore plus intéressants avec des personnes passionnantes. À bientôt!